Oui, bonsoir. Alors tout d'abord, merci pour cette invitation sur un thème particulièrement intéressant et important. Donc je suis Alexandre Rambaud, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech et chercheur associé à Paris Dauphine, spécialisé en comptabilité financière et comptabilité socio-environnementale. Je collabore avec un certain nombre d'autres universitaires et de professionnels au développement de modèles comptables qui visent à prendre en compte justement des problématiques d'impact sociaux au sens large. Donc là, il y a plusieurs questions qui ont été posées, et notamment celle de la problématique des externalités. Donc, on m'a demandé justement de revenir sur cette notion, sachant que souvent la notion d'externalité et d'internalisation d'externalité est prise comme un synonyme de gestion des impacts sociaux, donc environnementaux, et de façon plus générale sociétale. Alors, ensuite, la prise en compte dans l'entreprise se fait par des outils de gestion et notamment par la comptabilité. Et je reviendrai sur la comptabilité qui est souvent vue comme un outil assez technique et très normalisable. Potentiellement, c'est souvent vendu comme étant quelque chose de très neutre. Et justement, je vais revenir aussi là-dessus et par rapport au traitement du chiffre et de la compréhension du chiffre dans les modèles comptables au regard des impacts sociétaux. Alors le premier point sur lequel je veux revenir, c'est la question même des externalités et qu'est-ce qu'on entend par ça. En fait, la définition précise d'une externalité renvoie à un modèle particulier socio-économique qui est le modèle dit néoclassique, qui est le modèle dominant mainstream en économie, et qui est défini comme les coûts et les avantages qu'un agent économique génère sur un autre agent économique et qui n'est pas médiatisé par un marché. Alors il y a deux points absolument essentiels dans cette définition, c'est que ce sont des interactions entre agents économiques, c'est-à-dire que les externalités, on ne va pas pouvoir parler d'une externalité vis-à-vis, je ne sais pas, je prends un cas des questions qui existent beaucoup au niveau de l'environnement, la question ne va pas être vis-à-vis d'une forêt elle-même. C'est-à-dire que les externalités ne sont pas vis-à-vis d'une forêt elle-même, c'est vis-à-vis des dommages causés à des consommateurs qui profitent de la forêt, d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est un premier point, c'est uniquement donc des agents économiques. Et deuxième point, c'est la médiation par le marché. En fait, la façon d'éliminer des externalités, ce n'est pas de résoudre les problèmes qui sont derrière, c'est de créer des marchés soit réels, soit virtuels. Donc, la question de l'internalisation des externalités, c'est comment internaliser des valeurs qui seraient amenées à être générées par des marchés qui n'existent pas, ou des valeurs qui existent sur des marchés créés pour l'occasion. Le meilleur exemple étant le cas du CO2, où quand on parle de l'externalité qui est le carbone, la problématique à gérer est celle de la mise en place d'un marché, qui est le marché des quotas CO2 européen ou international, et d'un autre côté, un marché éventuellement virtuel qui va donner lieu à la taxe carbone. La taxe carbone, en fait, est le prix qu'un marché virtuel devrait donner. Alors, donc il y a un certain nombre de questions qui se posent par rapport à ça, et comme je vais l'expliquer, ce n'est pas du tout synonyme de la prise en compte des impacts sociétaux. Un des problèmes qui sont générés par donc cette prise en compte uniquement des externalités, c'est celui que j'aimerais expliciter avec ce diagramme. Alors, je vais le traiter, j'espère, le plus simplement possible. Alors, pas avoir trop peur des courbes. C'est un cas extrêmement général qui est celui de la gestion d'un écosystème. Alors ça peut être étendu à d'autres situations, j'en parlerai après. On suppose que l'écosystème a une capacité d'absorption d'une pollution. Alors par exemple, ça peut être une forêt, une rivière ou un écosystème au sens large. Et donc ici, on va avoir la gestion de la pollution, donc l'axe pollution, et il y a un niveau d'assimilation acceptable
qui fait qu'en dessous de ce niveau de pollution, l'écosystème est capable de se régénérer et donc d'assimiler cette pollution. D'un autre côté, on va prendre donc là une courbe qui mesure la production d'une entreprise qui pollue en fait cet écosystème. Donc c'est un cas totalement basique et très très général. Alors ici, on va avoir la courbe qui correspond aux bénéfices de l'entreprise. Donc en fonction de la production, on a une augmentation évidemment des bénéfices. D'un autre côté, on va considérer justement l'internalisation des externalités. Donc là, ce sont des bénéfices hors internalisation des externalités. Maintenant, on considère les externalités, c'est-à-dire les dommages subis par les consommateurs par la pollution de l'écosystème. Donc cette courbe-là, elle est donnée ici. Et vous voyez, elle a cette particularité que jusqu'ici, elle est nulle. Pourquoi? Parce que c'est le niveau d'assimilation de l'écosystème. C'est-à-dire que jusqu'ici, on est sur une production qui génère une pollution qui est assimilée par l'écosystème. Donc ça, c'est encore une fois un modèle très très générique. Et ce qui se passe, c'est que ici, on commence à avoir un peu de dommages, donc un peu d'externalité. Alors on a donc des dommages qui sont très faibles, et la croissance des dommages est aussi très faible. Et puis après, la croissance des dommages, donc les externalités, s'envolent. Alors, la question, c'est que quand on internalise les externalités, il faudrait donc calculer le bénéfice total. C'est-à-dire le bénéfice ici, corrigé des externalités. Quand on fait ça, on obtient la courbe suivante, la courbe grise, qui, et c'est un point qui justement est souvent méconnu, est une courbe qui apparaît en cloche. C'est-à-dire qu'elle va avoir un maximum qui se situe... Ah, il n'y a plus de pile. Bon, le maximum, vous pouvez le voir, c'est la droite en violet, avec marqué production optimale selon l'analyse coût-bénéfice. C'est-à-dire le sommet de la courbe grise, de la courbe en cloche. C'est-à-dire que quand on fait une internalisation des externalités, quand on prend en compte toutes les externalités, et là j'insiste sur toutes les externalités, tous les dommages, il est optimum, d'un point de vue de gestion purement coût-bénéfice, d'aller au-delà de ce que l'écosystème est capable d'absorber. Et en fait, c'est quelque chose qu'on démontre, c'est que de façon absolument générale, même si on internalisait l'intégralité de toutes les externalités, il serait optimum, donc par l'analyse coût-bénéfice, d'aller systématiquement au-delà de ce que les écosystèmes sont capables d'absorber, d'assimiler comme pollution. Et alors ça peut être généré en fait à des situations même humaines. À la place d'un écosystème, on peut prendre un salarié qui a une capacité aussi d'assimilation d'un stress, d'une charge de travail, etc. Eh bien, avec le même système, on montre que même si on internalisait tous les dommages, toutes les externalités qui sont générées sur ce salarié, il serait optimum d'aller au-delà de ce qu'il est capable lui-même d'assimiler. Le raisonnement, en fait, c'est une démonstration d'un principe qui est quelque part assez connu, qui est l'idée que quand on est juste après la capacité d'assimilation ici de l'écosystème, donc au niveau de la droite noire en pointillé, quand on est juste un peu après, on peut se dire, bon, ça ne coûte pas grand-chose de produire un petit peu plus, c'est-à-dire d'aller au-delà de la capacité d'assimilation de l'écosystème, parce que le bénéfice qui est généré en faisant ça est bien supérieur à ce qu'on peut supposer comme dommage, puisqu'on a très très peu de dommages. Et c'est ce raisonnement-là qui fait qu'au bout d'un moment, on détruit progressivement à petit feu les écosystèmes et toute entité, qu'elle soit non humaine ou humaine, qui donc à force n'est plus capable d'assimiler soit de la pollution, soit du stress, soit etc. Donc voilà, ça c'est un point essentiel sur le problème de l'internalisation des externalités. Alors, pour arriver justement à contrer ça, une façon de faire est de raisonner autrement, au lieu de raisonner en analyse coût-bénéfice. Et donc, en posant le problème, en disant je vais donner une valeur aux externalités et ensuite je vais savoir ce qu'il faut faire,
Eh bien, la façon de faire la plus simple, entre guillemets, c'est de dire on a une capacité d'assimilation d'un écosystème. Eh bien, on part de là, et à partir de ça, on regarde les coûts qu'il faut passer pour arriver à garder cette capacité d'assimilation. C'est-à-dire avoir un raisonnement en termes de coûts de maintien des écosystèmes, maintien des salariés, et donc intégrer ces coûts à la comptabilité. Donc ça, c'est une autre façon de raisonner. Et cette façon de raisonner, en fait, incite à se poser une autre question. Alors, je vais passer là-dessus. Voilà. À se poser la question de savoir, quand on parle de comptabilité, c'est-à-dire donc les systèmes d'information qui vont être capables de renseigner sur l'environnement, le monde de l'entreprise, c'est comme ça qu'il faut appréhender les systèmes comptables. Est-ce qu'on est sur des systèmes comptables qui, comme en haut, sont alors ce qu'on appelle de la comptabilité extérieure-intérieure, c'est-à-dire que ce qui va être important de regarder, c'est les impacts de l'environnement au sens très large, environnement naturel, socio-économique, etc., sur l'entreprise, ce qui donne lieu à une analyse en opportunité versus risque et contrainte, c'est-à-dire que les systèmes comptables seraient là uniquement pour savoir ce que l'environnement fait à l'entreprise, en bien ou en mal. Et de l'autre côté, des systèmes comptables dont la finalité serait autre, qui serait de savoir ce que l'organisation, l'entreprise, fait en positif et en négatif à l'environnement. Et donc là aussi, on a deux visions, deux modèles totalement différents des systèmes comptables. Et donc quand on commence à raisonner sur les coûts qu'il faudrait pour maintenir les écosystèmes, on commence à s'interroger sur ce que fait l'entreprise ou l'organisation à l'environnement. Et donc, voilà, quels sont les coûts sociétaux qui sont générés. Et donc, comment l'internaliser dans l'entreprise. Et là, je ne parle pas d'internalisation des externalités, mais bien des coûts engendrés par ce que l'entreprise ou l'organisation fait à l'environnement au sens large. Et ça conduit, et je vais conclure assez rapidement, sur des questions qui justement viennent directement de la comptabilité, et qui sont des questions, la base est une question classique, et justement je vais aller sur des questions un peu moins classiques. Est-ce que quand on parle d'un salarié ou de la biodiversité ou n'importe, est-ce qu'on est sur une vision en termes de charge, donc ça c'est la vision classique, charge y compris avec l'internalisation des externalités au sens classique du terme. C'est-à-dire, comme je l'ai montré tout à l'heure, charge plus tous les dommages éventuels liés donc aux externalités. Donc dans cette vision-là, on arrive au modèle que je vous ai décrit tout à l'heure. On est sur de la gestion coût-bénéfice. Est-ce qu'on est sur une vision du salarié comme actif? Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Cette vision-là, en fait, est une vision en opportunité versus risque. C'est-à-dire qu'on considère que le salarié est une opportunité pure pour l'entreprise. Et la seule chose qui va être intéressante, c'est de mesurer l'ensemble des opportunités du salarié ou de l'écosystème pour l'entreprise. Ça, c'est des mesures en ce qu'on appelle des valeurs actualisées. Je pourrais revenir dessus éventuellement après, et sur le graphique que j'ai laissé de côté. Mais là où je veux en arriver, c'est une autre façon de raisonner qui est aussi en lien avec l'intervention ensuite de Christophe, et qui est en lien justement avec cette idée d'intégrer les coûts sociaux. En fait, est-ce que le salarié ou la biodiversité n'est pas considéré comme un passif? Un passif dans une entreprise, c'est une obligation. De la même façon qu'on emprunte de l'argent à une banque, c'est un passif, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a une obligation de rembourser l'argent à la fin. Est-ce que quand on considère un salarié ou la biodiversité, ou n'importe, ça ne serait pas considéré comme un emprunt? On emprunte quelque chose, donc il faut être capable de le maintenir, et le coût de maintien n'est pas une charge. C'est exactement comme quand vous remboursez une dette auprès d'une banque. Quand vous payez, quand vous remboursez cette dette, c'est un coût pour l'entreprise. Enfin, je veux dire, vous payez quelque chose, c'est une dépense, mais ce n'est pas une charge. C'est-à-dire considérer que les coûts de maintenir un salarié ou un écosystème n'est pas une charge, mais une dépense liée au remboursement de quelque chose. Et donc ça, c'est le modèle notamment sur lequel je travaille avec un certain nombre de collègues,
qui est le modèle qui s'appelle CARE-TDL, sur lequel éventuellement on pourra revenir, qui est en lien avec les travaux qui sont faits au BASIC. Permet de faire, Merci Alexandre, il a fait la transition. J'avais juste une question pour la compréhension, la mienne, puis peut-être la vôtre. Quand vous dites optimal, oui. parce que vous avez prononcé plusieurs fois le mot optimal, c'est optimal pour qui? C'est d'un point de vue total, enfin purement générique, c'est du point de vue du système, quoi, ou optimal? C'est générer un bénéfice maximal. Oui, voilà, donc c'est générer un bénéfice maximal. Voilà, ok. Non, mais je voulais que ce soit non, mais c'est ça exactement. Oui, optimum, optimum, c'est générer un bénéfice ça pouvait avoir une maximal, ambiguïté, et l'exemple du salarié est intéressant. On pourrait prendre l'exemple du maintien dans l'emploi des seniors de la même façon. D'accord.